Salam alaikum, bonjour tout le monde, Dazoul Flawen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre webinaire intitulé L'intelligence émotionnelle au service de l'aisance relationnelle. On pense tous que le quotient intellectuel est le meilleur garant de l'efficacité et de la réussite, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Moi, je vous dis, détrompez-vous, hein. Jongler avec les émotions et entendre celles des autres, en fait, sont les deux clés pour construire des relations harmonieuses. Et en fait, c'est ce que nous allons découvrir grâce à la thématique d'aujourd'hui qui sera animée par Yasmina Hihi, qui est coach et formatrice certifiée. Marhaba bik, Yasmina, merci de nous accorder de ton temps. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Yasmine, et merci de me recevoir une fois de plus et de m'avoir sollicité pour animer ce webinaire, chose que je fais avec énormément de plaisir comme à chaque fois. Donc je suis ravie de vous retrouver tous, nombreux, et j'espère Oui. que nous allons passer un bon moment ensemble. On n'en a aucun doute, Yasmina. Donc justement, lors de ton précédent webinaire, on avait abordé brièvement l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, j'imagine que ça sera une continuité ou qu'on va s'approfondir beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle, même si c'est une thématique qui est quand même assez vaste. Pour les personnes qui ont raté ton précédent webinaire, je vais leur mettre le lien du replay pour qu'ils puissent éventuellement le visualiser. Bah, c'est une très bonne idée. Très bien, Parfait. très bien. Donc, je vais le mettre dans un moment. J'invite tous les participants à participer justement activement à cette thématique en posant leurs questions et pourquoi pas en partageant des expériences et on y répondra bien sûr à la fin de ton intervention. Voilà. Parfait. Oui, donc je vous invite bien évidemment à intervenir donc sous forme, vous avez le chat à disposition. Déjà, merci pour tous les témoignages et les bonjours. Donc, merci infiniment. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous ferons des petites pauses régulièrement où je solliciterai Yasmine justement pour relever les questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Pour les questions qui seront restées en suspens, je m'engagerai, enfin on fera un petit récap en fin de webinaire pour y répondre au mieux. Et si malgré tout il devait en rester encore, à ce moment-là, on pourra éventuellement, Yasmine, les noter. Oui, bien sûr. Et je m'engage à y répondre après, même dans un deuxième temps, et on pourra partager les réponses aux différents participants. On verra comment on pourra s'arranger. Hein. Exactement. Voilà, très bien. Alors, tu peux lancer la présentation et comme ça, moi, je vais introduire le sujet. Très bien. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est certainement quelque chose dont vous avez déjà parlé. Yasmine, tout à l'heure, a parlé de quotient intellectuel ou de quotient intellectuel. Et là, l'intelligence émotionnelle va faire beaucoup plus appel à ce qu'on nomme un petit peu les soft skills. Et on va parler en fait plutôt de la partie de notre savoir-être. On a un savoir-faire, quel qu'il soit, quelles que soient nos aptitudes, notre formation, le métier qu'on pratique, etc. Et c'est quelque chose qui est important, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire ceci est plus important que cela, mais c'est vraiment le tout qui va faire qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs, établir des relations harmonieuses avec les autres, que ce soit dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, on peut aborder ce sujet sous différentes facettes. Et on a trouvé intéressant, en fait, aujourd'hui, d'essayer de comprendre dans quelle mesure
on va pouvoir, cette intelligence émotionnelle va nous aider justement à établir avec les autres des relations harmonieuses, pérennes, agréables. Donc, on parle bien d'aisance relationnelle et on va revenir sur ce thème un peu plus loin dans notre présentation. Si tu veux bien poursuivre, Yasmine, très bien. Alors, première question, avant qu'on aborde un sujet, c'est bien de comprendre de quoi on parle. L'intelligence émotionnelle, et vous voyez, donc j'ai partagé avec vous une aptitude à développer. Oui, une aptitude ou une compétence à développer. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes possèdent de plus ou moins. Nous avons tous notre intelligence émotionnelle, sauf qu'elle sera plus ou moins développée chez certaines personnes. Et donc, la bonne nouvelle, ce n'est pas… Ah, le PowerPoint a disparu. Ça va être… je crois que Yasmine a disparu, mais ça va revenir. Non, Yasmine est toujours là. Tu es toujours là. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence que tout à chacun peut, tout au long de sa vie, travailler, améliorer. Et en ça, il y a vraiment une démarche personnelle. C'est pas quelque chose qui nous tombe tout cuit, mais au contraire une compétence, une aptitude qu'on a la possibilité de travailler et d'améliorer au fil du temps. Et ça, c'est quelque chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si tu veux bien poursuivre, Yasmine, s'il te plaît. Donc, l'intelligence, alors moi, je vous ai donné la définition selon… Daniel Goleman. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de Daniel Goleman qui, en 1995, a publié un ouvrage qui est mondialement connu, un best-seller qui se nomme L'intelligence émotionnelle d'ailleurs. Alors, juste pour la petite histoire, Daniel Goleman est un psychologue américain qui également est donc diplômé de Harvard et qui a également été journaliste pour le New York Times, où il s'est intéressé plus particulièrement aux sciences du comportement. Et donc aujourd'hui encore, vous pouvez sur Internet trouver bon nombre d'interventions ou de conférences de Daniel Goleman sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Alors son livre est extrêmement intéressant. Bon, c'est un pavé assez important, donc à garder et à feuilleter de temps en temps quand on recherche certaines informations, mais je pense que c'est le livre, l'ouvrage à avoir si on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle. Alors, si vous voyez la définition d'après Goleman, l'intelligence émotionnelle, en fait, se fragmente, si on veut dire, en plusieurs thématiques et qui sont intéressantes. La première, et pour moi, qui prédomine peut-être, l'intelligence émotionnelle commence avant toute chose par avoir une bonne connaissance de soi. Si je veux m'intéresser aux autres et pouvoir décrypter, analyser, ressentir, il faut d'abord que je commence par me connaître moi-même, savoir comment je fonctionne, comprendre face à certaines situations pourquoi je vais me comporter ou ressentir telle chose. Et c'est une bonne connaissance de mon propre fonctionnement, je veux dire de mes propres émotions, on va parler d'émotions bien évidemment, qui va me permettre de mieux appréhender mon environnement. Quand je dis mon environnement, c'est les événements, c'est les personnes qui m'entourent, c'est les personnes avec qui je travaille. Nous vivons en société et nous sommes tout au long de notre vie, enfin, si vous voyez une journée, vous êtes continuellement en interaction avec les autres, que ce soit en présentiel, au téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, on va parler également de maîtrise de soi. Et quand on parle de maîtrise de soi,
Alors, il ne s'agit pas dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire c'est comment en fait on va réguler certains comportements qui peuvent être en fait des freins à nos relations avec les autres ou qui peuvent être des freins pour nous-mêmes. Vous savez, des fois, certains ressentis, certaines émotions vont agir sur nous-mêmes comme de vrais saboteurs. Hein. On se sabote soi-même. Donc, comment les reconnaître, les sentir, enfin, lire, comprendre quand quelque chose arrive, et ensuite, de ça, comment je vais réagir, comment je vais pouvoir moduler, réguler tout ça. Bien évidemment, ça aussi. Ensuite, vous voyez, j'essaye de suivre un petit peu le schéma, même si on peut prendre toutes les thématiques de manière désordonnée, hein, peu importe. La motivation quelle qu'elle soit, pour que je sois motivée, c'est-à-dire la motivation, hein, c'est le mécanisme qui va faire en sorte que je vais me mettre en route vers quelque chose, vers une action. C'est se mettre en action, la motivation. La motivation passe évidemment aussi, c'est l'envie d'eux, passe par un état émotionnel qui va me donner le feu vert, j'ai envie de dire, pour poursuivre, pour entamer, pour avancer. L'empathie, je ne vais pas vous en dire plus maintenant, je me le réserve pour tout à l'heure. Et ensuite, le dernier, alors là, j'arrive pas à lire. Yasmine, c'est quoi parce que la présentation, c'est tout petit. C'est aptitude sociale. Aptitude sociale. Ah, très bien, je te remercie. Pourtant, j'ai les lunettes sur mes yeux, mais là, c'est un petit peu flou. les aptitudes sociales. Oui, et c'est le cœur de notre sujet, c'est de comprendre en quoi l'intelligence émotionnelle va avoir un impact sur nos relations avec les autres. Et on verra un petit peu plus loin que développer son intelligence émotionnelle va être un réel levier, une aide, un outil pour faire en sorte que nos relations avec les autres soient plus apaisées, positives, constructives, etc. D'accord ? On poursuit avec plaisir. Conscience de soi, maîtrise de soi. Rappelez-vous, donc la première thématique, je vous parlais de connaissance de soi. La connaissance de soi, quand on dit connaissance de soi, c'est déjà avoir conscience de comment je fonctionne. Donc, pour lire la slide, la conscience de soi induit que l'on est capable, d'une part, d'identifier ses propres émotions, mais aussi qu'on a conscience de ce qu'elles peuvent provoquer chez les autres. Je m'explique. Tout au long d'une journée, nous traversons diverses émotions, suivant la situation, suivant l'environnement, le moment, les personnes que l'on croise, la problématique à laquelle on est confronté, la bonne nouvelle que nous recevons. Vous voyez, nous sommes pas, notre journée, nous ne la passons pas de manière linéaire, d'accord ? Donc, nous oscillons au fil du temps, de la journée, des moments qui passent, entre diverses émotions. Et pour être capable déjà de les identifier, c'est-à-dire mettre un mot, en prendre conscience, parce que l'émotion, en fait, elle vous dit pas toc toc toc, est-ce que je peux me manifester ? Elle se manifeste et c'est tout. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui se fait de manière inconsciente, d'accord ? Donc, face à une situation, hop, il va y avoir un signal, une émotion qui va surgir. Donc, en prendre conscience est quelque chose d'important. Surtout quand ces émotions prennent de l'ampleur, quand elles deviennent fortes, exacerbées. Quelques émotions fortes, par exemple, si quelque chose me chiffonne, je peux peut-être être un petit peu ennuyée, mais bon, ça ne va pas trop m'impacter. Par contre, si l'émotion prend de l'ampleur, ça peut se transformer en colère. Et évidemment, vous savez que si je suis sous l'emprise de la colère, cette émotion peut avoir un impact, des conséquences, des répercussions pour moi-même d'abord, physiologiquement, mais également peut-être parce que ma colère va
se manifester par des gestes ou des paroles vis-à-vis des personnes qui m'entourent. Donc, pouvoir identifier ça, vous savez, quand ça commence à monter, est plutôt quelque chose comment dirais-je, d'approprié pour éviter justement à ce que l'émotion arrive à quelque chose qui devient qui arrive hors de notre contrôle. Donc, ce qui veut dire que grâce à ça, en fait, on va pouvoir être capable, on va être dans la maîtrise de contrôler et de canaliser les émotions. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Je ne suis en aucun cas en train de vous dire qu'il faut étouffer son émotion, être dans le déni de ce que l'on ressent, etc. Non, pas du tout. Les émotions, c'est quelque chose qui est sain. Quand je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Quand je suis triste, j'ai le droit d'être triste. C'est juste, en fait, la réaction qui va suivre que je dois contrôler. On ne peut pas contrôler une émotion, c'est celui qui vous dira tu vas te contrôler l'émotion. Non, l'émotion, elle est là et elle sera ce qu'elle sera. C'est en fait comment elle va se transformer en action ou en parole. C'est ça que je vais contrôler. En fait, d'accord? Donc, c'est pas l'émotion elle-même, mais c'est de quelle manière elle va se manifester, et c'est ça qu'il est important de contrôler, de maîtriser, par exemple, pour éviter, par exemple, de se laisser submerger par le stress ou par la colère ou par la tristesse. Ne pas laisser prendre le dessus, ne pas la laisser prendre le dessus. Alors, est-ce qu'elle doit prendre le dessus? Oui, bien évidemment, parce que qu'est-ce qui se passe? Je fais une petite parenthèse, hein, puisque là, je réponds à la question. Yasmine, tu es avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est face, quand on ressent une émotion qui est exacerbée, qui est très forte? À ce moment-là, vous savez, c'est un petit peu tomber, le rideau tombe, et au niveau de notre raisonnement, de notre cerveau rationnel, nous ne sommes plus capables de raisonner. Quand je suis face à une grosse frayeur, je ne raisonne pas, je suis complètement tétanisée. Quand je suis empreinte d'une colère extrêmement forte, là aussi, je ne suis plus dans le raisonnement, et souvent les personnes qui sont assez colériques, etc., une fois que ça passe ou que voilà, quelques instants après, admettent elles-mêmes que leurs paroles ont peut-être dépassé leurs pensées, que leurs actes, que c'était pas voulu, etc. Donc attention, quand on est face, enfin, on vit une émotion très forte, déjà de pouvoir le reconnaître pour ne pas en fait la subir. Voilà, il ne s'agit pas de la subir, il s'agit de reprendre le contrôle quelque part. Voilà, c'est ça qui est important. Yasmine, tu veux oui, justement, j'ai aussi une question dans ce sens de Emile Kherbouch qui nous dit est-ce qu'il y a des méthodes pour se maîtriser? Est-ce que tu peux éventuellement donner une ou deux astuces à nos participants pour mieux se maîtriser, mieux se contenir? Bon, pour mieux se contenir, mieux se maîtriser, c'est d'abord bien se connaître, d'accord? J'ai envie de dire, c'est comme quand je vais chez le médecin, il faut qu'il soit capable de faire le bon diagnostic pour nous donner le bon remède. Donc, première étape, c'est bien me connaître. Comprendre à chaque fois qu'une émotion forte se manifeste, être en capacité, peut-être après coup, d'analyser quel est l'élément qui a fait que à un moment c'est parti en vrille. D'accord? Ce qui veut dire, c'est de comprendre, parce que qu'est-ce que, en fait, une émotion, quand elle est très forte, elle exprime un besoin qui n'a pas été satisfait. Par exemple, quand j'ai très peur, si je n'arrive pas à me calmer, mon besoin premier, c'est quoi? C'est d'être rassurée. Quand je suis en colère contre quelqu'un, c'est peut-être que
ça peut être autre chose, mais ça peut être peut-être que mon besoin de respect n'a pas été entendu ou nourri, et donc ben oui, j'explose. Donc déjà comprendre quelles sont les situations, les éléments qui font qu'à un moment j'ai cette émotion très forte qui va se manifester. Ça peut être dû à mon parcours, à mon éducation, à des expériences impactantes que j'ai eues au cours de ma vie. Peu importe. Mais si j'arrive à analyser ça, c'est et bien de le décrypter, on apprend ensuite à déjà pouvoir anticiper ce genre de situation. Donc, si je sais que telle situation ou tel comportement va automatiquement faire surgir une émotion ou un comportement très fort de ma part, si j'arrive à le reconnaître et à savoir, je vais pouvoir anticiper pour éviter d'arriver à cette situation. Ensuite, essayer de travailler sur le fait que quand on sent qu'on est sous l'emprise d'une émotion très forte qui peut être invalidante, de ne pas réagir à chaud. Vous allez me dire, ah oui, c'est ce que tu nous racontes là, facile à faire, facile à dire, mais pas facile à faire. C'est un entraînement, hein, comme un entraînement sportif. Vous allez petit à petit, étape par étape, essayer déjà de ne pas réagir à chaud, de laisser décanter, vous savez, c'est comme le marc de café, voilà, laisser que tout se tasse, pour ensuite pouvoir réagir, apporter des réponses beaucoup plus tempérées, beaucoup plus réfléchies à la situation, à la problématique, etc. Donc, première suggestion, ne jamais réagir à chaud. Tant que possible. Respirer un coup, et enfin, on parlera après de techniques d'assertivité qui sont des outils très concrets qui vous permettent en fait d'éviter de vous laisser submerger et de vous entraîner là où vous ne voulez pas aller. Alors, Yasmine, meilleur ouvrage pour ma part, celui de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Oui, merci pour le partage, et tout le monde pourra noter et se faire après son idée. Donc, merci infiniment de partager ça. Yasmine, si tu veux bien, on va continuer. Yes. Conscience de soi, maîtrise de soi. Alors, en quoi l'intelligence émotionnelle peut devenir notre allié? Donc, je te laisse continuer encore. Yes. Merci. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide donc à reconnaître et nommer nos propres émotions. Vous savez, des fois, mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X peut être quelque chose qui peut nous aider. Comprendre la cause et identifier les conséquences, ça aussi, c'est quelque chose, ça reprend tout à fait ce que je vous ai déjà dit. Si je sais que tel événement, tel comportement, telle situation engendre chez moi, cause chez moi une émotion forte, et ensuite va faire en sorte que moi aussi, je vais peut-être me comporter de telle ou telle manière. Par la compréhension, je vais petit à petit pouvoir travailler pour réguler tout ça, d'accord? Maîtriser nos émotions et les réguler, voilà, je reprends les mêmes termes. Nous adapter à toutes les situations, ça c'est aussi quelque chose qui est important, parce que nous sommes confrontés à des situations qui ne sont pas toujours de notre que nous subissons. Nous subissons, il y a beaucoup de situations que nous n'avons pas forcément cherchées, qui dépendent de notre environnement, qui dépendent d'autres personnes. Et la meilleure façon de pouvoir avancer dans la vie d'une manière générale, c'est notre capacité à pouvoir nous adapter à ces différentes situations. Et enfin, communiquer sur des bases saines. Alors, quand je dis communiquer sur des bases saines,
et sur ce point, on reviendra un peu plus loin dans ma présentation. Communiquer implique la notion d'échange, d'accord? Quand je communique, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Quand je communique, je ne suis pas juste dans informer. Informer, ok, je vous informe que, et à la limite, je ne vais pas attendre de retour ou de feedback de votre part. Quand je suis dans un processus de communication, il y a un échange entre une ou deux ou plusieurs personnes. Donc, et dans cet échange va entrer aussi il va y avoir un autre aspect qui va être extrêmement important, c'est la relation qui va se créer ou qui s'est créée entre ces personnes. Alors, là oui, on a aussi une autre question qui va dans ce sens, hein, de Rada Boutouata, qui nous dit comment empêcher les mots personnels d'influencer nos relations avec les autres. Nos mots personnels, MAUX, c'est ça? MAUX, exactement. Comment nos mots personnels ne pas influencer? Bonne question. Les mots personnels, je pense que la personne fait allusion. Si j'ai des blessures, je ne sais pas, de par mon histoire, forcément, comme je disais tout à l'heure, notre expérience de vie, les événements que nous avons vécus, subis, etc., vont avoir un impact très fort sur nos réactions, nos façons de voir. Oui, si par exemple j'ai vécu un traumatisme, bon là je vais dans l'extrême, il est sûr que toute situation me rappelant peut-être une situation traumatisante ou très impactante vont remonter au niveau de mon état émotionnel, des émotions certainement très fortes. C'est pour ça, c'est toujours par la connaissance. Si j'ai connaissance de mes mots, MAUX, là j'ai envie de revenir, c'est-à-dire que peut-être que mon premier travail va être un peu de penser mes plaies, de travailler sur ce qui peut m'impacter et d'être toujours dans cette notion d'anticipation et de reconnaissance pour éviter de revivre inlassablement toujours des situations qui peuvent être néfastes pour nous, d'accord? Donc, si vraiment j'ai des mots très importants ou des plaies qui n'ont pas été pensées, en amont, je pense, c'est de les guérir en quelque sorte. Si on ne peut pas le faire seul, il y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner un temps donné. Vous savez, reconnaître ça n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, et on obtient des résultats très intéressants et qui peuvent après nous aider de repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus positives. Exactement. On poursuit, Yasmine, si tu veux bien. Yes. Alors, les émotions sont des incitations à l'action. Oui, c'est bien l'émotion qui va faire en sorte qu'on va se mettre qu'on va réagir, qu'on va se comporter, qu'on va dire telle chose, qu'on va penser telle chose, puisque nous communiquons, nous réagissons et nous comportons sous l'influence des informations stockées dans notre mémoire émotionnelle. Donc, ça reprend toujours ça. C'est bien notre mémoire émotionnelle qui, dans n'importe quelle situation que l'on vit dans la journée, quelle qu'elle soit, n'importe quel moment, c'est bien notre mémoire émotionnelle, c'est la partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique, qui va faire en sorte que sous tel signal, hop, telle émotion va surgir. Alors, vous savez, il y a des graduations pour chaque émotion, des graduations. La palette est extrêmement large. C'est un processus qui ne se fait pas de manière consciente. Donc, c'est quelque chose qui se met en marche malgré vous.
et parfois, ben oui, justement, les émotions, ce ne sont pas des choses que nous exprimons forcément de manière à travers nos mots, M-O-T-S, mais que l'on va exprimer, qu'on le veuille ou pas, à travers des comportements, des mimiques, et on va parler de langage non verbal, et ça, c'est quelque chose qui va se faire aussi de manière inconsciente et qui va se faire malgré nous. Tu veux bien poursuivre, Yasmine? Oui, avec plaisir. Ok. Donc, intelligence émotionnelle ou intelligence relationnelle sociale, oui, on peut parler d'intelligence relationnelle, puisque une bonne, comment dirais-je, travailler sur son intelligence émotionnelle va forcément avoir un impact évident, positif sur nos relations, et donc on peut parler d'intelligence relationnelle ou d'intelligence sociale, puisque ça va nous permettre de comprendre les émotions, les nôtres d'abord, mais aussi celles des autres, de les décrypter, d'avoir. En fait, c'est là où on va travailler cette acuité de pouvoir comprendre l'autre au-delà de l'échange de mots. C'est-à-dire quand je vais pouvoir comprendre la personne qui est en face de moi ou la personne avec laquelle je communique, mais de manière beaucoup plus globale. Si j'arrive à prendre ça en considération et à le comprendre, c'est à ce moment-là que je vais être capable d'instaurer avec l'autre ce qu'on appelle une relation authentique. D'accord ? On ne va pas juste rester de manière superficielle, mais vraiment être dans une relation, comment dirais-je, où on va se comprendre complètement. Se comprendre ne veut pas dire qu'on va être toujours d'accord l'un avec l'autre. Attention, c'est pas du tout ça que je vous dis, où on va dire ah bah oui, ok, tout ce que tu dis, c'est bon pour moi. Non, pas du tout. Mais comprendre, même si on peut avoir des avis, des positions différentes, même antagoniques, il n'y a aucun problème, d'accord ? Mais on va prendre en considération ce que nous dit l'autre et ce que ressent l'autre, de la même façon qu'on va prendre en considération ce qu'on pense nous-mêmes ou ce qu'on ressent nous-mêmes. On poursuit, Yasmine, s'il te plaît ? Yes. Alors, rappelez-vous, lors de la deuxième slide, je vous avais parlé d'empathie et je vous avais dit, on en parlera un petit peu plus loin. L'empathie est souvent un terme qui est assez mal compris ou alors l'on va peut-être confondre avec compassion ou avec sympathie. Quand je parle de compassion ou de sympathie, je suis émotionnellement impliquée. Il y a une contagion émotionnelle qui se fait entre moi et l'autre, j'ai envie de dire. Quand j'ai une posture empathique ou quand je fais preuve d'empathie, en fait, il y a cette notion de recul que je garde, ce qui veut dire que, en fait, je comprends l'émotion de l'autre, je comprends son ressenti, mais moi, je ne me laisse pas, comment dirais-je, influencer par ça. Je le comprends, je vais le prendre en considération, mais je ne vais pas pour autant ressentir ou me laisser influencer par ça. Et donc, l'empathie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. On parle souvent dans les relations humaines l'importance de l'empathie, mais également dans le monde du travail ou alors dans le service, quand on est face à ses clients. On vous dit souvent, vous devez faire preuve, il est approprié de faire preuve d'empathie. L'empathie, c'est pas la compassion, c'est pas tu es triste, je vais être triste avec toi. On fait preuve de compassion avec nos proches, nos amis proches, les membres de même notre famille. Si mon enfant a de la peine, oui, je vais avoir de la peine aussi parce que je vais être impactée émotionnellement. Ok, ça c'est normal. Mais dans nos relations avec les autres, l'empathie c'est autre chose. C'est ne pas me contenter de ce que… C'est en fait aller chercher, comprendre, lire au-delà de ce qui est dit. Et on va voir comment, justement, on va pouvoir comprendre toutes ces choses-là.
Donc, l'empathie est un des piliers de l'intelligence émotionnelle. Si je ne suis pas capable de faire preuve d'empathie, ça va quand même m'handicaper drôlement dans mes relations avec les autres. On poursuit, Yasmine, si tu veux bien. Yes, c'est avec plaisir. On va parler maintenant également, puisque l'empathie fait partie de ce qu'on appelle l'écoute active, et ça c'est quelque chose que vous avez déjà, dont vous avez certainement un terme dont vous avez déjà entendu parler, qui est pour moi une aptitude extrêmement importante. Vous allez me dire, mais oui, mais bon ça tombe sous le sens. Quand je dis écouter l'autre, ce n'est pas entendre. Entendre, ok, j'ai entendu, j'ai cru entendre, bon, ça, tout le monde est capable de faire. J'ai écouté vraiment quelqu'un et je me suis mis en posture d'écoute active. Nécessite d'abord une certaine concentration, j'ai envie de dire. C'est être capable d'écouter l'autre pleinement, d'écouter non seulement ce qu'il est en train de me dire, là, et on rejoint toujours l'empathie, mais également d'écouter son ressenti et d'être sensible, de le comprendre, d'accord. C'est décoder la dimension émotionnelle non verbalisée. Et en fait, l'écoute active, c'est un concept qui a été développé par les travaux d'un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. C'est une pratique qui est beaucoup utilisée dans tout ce qu'on appelle les thérapies brèves, mais bon, on ne va pas développer sur ce sujet. On l'appelle écoute active, mais on l'appelle aussi écoute bienveillante. D'accord? Tu veux bien poursuivre, Yasmine? On va développer un petit peu sur ce sujet. Yes. Donc, l'écoute active, oui, vous voyez qu'elle se joue à 3 niveaux. Vous avez l'écoute du cheminement mental de l'autre, la logique, etc. Bon, c'est toute la partie un petit peu émotionnelle, j'ai envie de dire, de comprendre en fait la réalité de l'autre, parce qu'on a toujours le sentiment que notre ressenti ou la manière dont nous on va voir les choses, que c'est une vérité universelle, et c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Si on arrivait déjà à accepter que face à une même réalité, les ressentis peuvent être extrêmement différents d'une personne à l'autre, si on arrive à le comprendre et à l'accepter, je pense que déjà ça éviterait, ça nous permettrait en fait d'être beaucoup plus conciliants les uns avec les autres, d'être moins dans le jugement les uns vis-à-vis des autres. Je pense que pour un mieux vivre ensemble, que ce soit dans une société, que ce soit dans une entreprise, que ce soit au sein d'une famille, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment aidant. De comprendre, oui, face à une même situation, on peut avoir des avis divergents, on peut ressentir les façons de manière diamétralement opposée. Le tout est de pouvoir échanger très calmement par rapport à ça. L'écoute du contenu, bon, les mots choisis, mais également tous les micro-indices non verbaux. Oui, puisque votre corps parle, il parle à votre insu. Quand vous êtes en présentiel, quand vous êtes en communication avec quelqu'un, que vous le vouliez ou non, vous avez évidemment les mots que vous allez choisir, mais tout au long de l'échange, de la conversation, votre corps va parler par vos gestes, vos postures, votre regard, mais également la manière dont vous allez parler rapidement, lentement, le ton de votre voix, l'intonation, etc. Tu peux continuer, Yasmine, s'il te plaît? Yes, justement. bien sûr. Ça c'était par rapport à la posture de l'écoute active. D'accord, donc je prends la slide d'après. Oui, la slide d'après, on reviendra à celle-là, tu vois, voilà. Très bien.
justement, quand je dis votre corps vous parle, et quelque part, voilà, c'est la règle des 3 V, mais on peut la définir différemment. Toujours est-il qu'il faut savoir que le processus de communication se fait à travers différents canaux. Vous avez les mots que je vais choisir, d'accord? Vous avez, quand je vais parler justement, tout ce qui va moduler ma voix, l'intonation, le volume et le débit avec lequel je vais m'exprimer. Et tout ce qui est visuel, posture, mimique, geste, regard, les tics, les tocs, qui vont faire que je m'exprime. Et sachez que autant ce que je maîtrise le mieux en tant que personne qui s'exprime, ce sont mes mots. Et ce que je maîtrise le moins, c'est tout ce qui est visuel, parce que quand bien même je vais être attentif à ma posture et à mes gestes, au bout de quelques minutes, vous savez, le naturel revient au galop, et en fait, je ne suis plus maître de mes gestes et postures, sauf que ça se travaille, et je vais avoir un comportement ou une attitude naturelle que je ne vais pas commander, mais qui va se faire de manière inconsciente. Par contre, c'est la chose qui est intéressante, c'est que donc là, je parle de la personne qui s'exprime. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout pour le public qui est là présent aujourd'hui. Par exemple, quand on s'apprête à aller à un entretien, comment dirais-je, un rendez-vous pour un entretien, etc. Bien évidemment, on va se retrouver face à une ou plusieurs personnes et on va devoir quelque part se vendre, j'ai envie de dire, hein, voilà, vendre ses compétences et se vendre. Travailler sur sa communication peut être quelque chose qui va vous aider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des personnes qui vous observent, et quelque part, vous êtes entendu, mais vous êtes aussi observé de manière consciente ou inconsciente. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui va le plus marquer les personnes qui sont en face de vous, et ça a plus de la moitié de l'impact, il va être de 58%, c'est en fait vos gestes, vos mimiques, votre posture, le regard, comment vous vous tenez, si vous avez des attitudes. C'est ça qui va être le plus impactant chez votre interlocuteur. En deuxième position, ce qui va être le plus impactant, c'est votre intonation, le volume et le débit de votre voix. Donc ça aussi, je vous recommande fortement d'être attentif et de bien comprendre, voilà, d'avoir une intonation qui ne soit pas monocorde, ni trop stridente, le volume d'être vraiment de trouver le bon, comment dirais-je, de mettre le curseur là où il le faut. Et au niveau du débit, ni être trop lent, ni avaler vos mots à vouloir aller trop vite, d'accord? Parce que ça peut être perçu d'une manière qui sera peut-être à votre désavantage par vos interlocuteurs. Et les mots ne viennent que, en fait, au niveau de l'impact à 7%. Vous voyez, on pourrait vraiment croire le contraire, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, tout ça, pourquoi je vous le dis, soyez attentifs dans votre communication d'une manière générale à tout ce qui est visuel, donc le non-verbal, et tout ce qui est vocal, c'est-à-dire le paraverbal. On revient à la slide précédente, Yasmine, et puis ensuite, on répondra peut-être à une ou deux questions. Rappelez-vous, pour revenir à cette notion d'écoute active, ça nous demande en fait d'avoir une attitude ouverte et sans préjugés ni a priori. C'est parfois pas si évident que ça. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours grandi un peu en ayant, malgré nous, hein, enfin, ça fait partie aussi de notre éducation,
des jugements de valeur, c'est bon, c'est pas bon, c'est trop ceci, c'est pas assez cela, et des a priori, ou alors des jugements hâtifs, voilà, parce que aussi c'est quelque chose qui se met en place, j'ai envie de dire, de manière inconsciente. Là, j'attire votre attention pour, si on arrive à travailler sur ça et ne pas s'inscrire dans des jugements hâtifs, et d'essayer d'aborder quelque entretien que ce soit de la manière la plus neutre possible, et vraiment d'être concentré dans l'échange et sur le maintenant de ce qui se passe. Je vous assure que ça vous évite et des quiproquos et des boulettes, et de faire fausse route et de vous auto-saboter. C'est quelque chose qui est vraiment important et qui peut vraiment, vraiment vous aider. Aborder, là, dans le cadre, là, je prends un peu, comment dirais-je, par rapport au public, voilà, qui nous écoute, il est important, voilà, de ne pas se surcharger ça va être comme ceci, je pense que dès que je vois la personne, parce qu'il y a eu il s'est passé ça, donc automatiquement je vais broder là-dessus et m'enfermer dans des jugements, m'enfermer. Non, restez vraiment dans une posture ouverte, et ne vous empoisonnez pas la vie, j'ai envie de dire, avec comment dirais-je, comment on pourrait appeler ça, du parasitage. Voilà, ne vous laissez pas parasiter. L'écoute active, je termine juste rapidement, j'ai encore 2 minutes. Bien sûr, bien L'écoute sûr. active aussi, votre seul objectif quand vous pratiquez l'écoute active, c'est de comprendre ce dont parle l'autre. Et ça, par exemple, dans un entretien, c'est extrêmement important. Ne vous mettez pas dans la posture de j'écoute pour pouvoir répondre. Non, parce que si je n'ai pas compris, de toute façon, je vais répondre à côté. Donc, votre premier objectif, c'est de bien comprendre, ne pas être trop dans l'anticipation de il va falloir que je dise ça et à ça, il va falloir que je réponde ça. Non, absolument pas. Essayez vraiment d'abord de comprendre, d'écouter, de comprendre ce dont parle l'autre. Et ensuite, de toute façon, les réponses, elles viendront parce que vous vous êtes préparé. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un parasitage. Essayez de vous délester de ça. Vous serez beaucoup plus efficace. Vous aurez une communication qui sera beaucoup plus authentique et beaucoup plus agréable. D'accord. Donc là, il y a eu une petite réflexion, disons, de Oui. Saïd Boudira qui nous dit le seul bémol dans ces concepts, c'est le risque où la personne qui maîtrise sa communication puisse se trouver face à une autre personne censée décoder son message, mais qui ne détient pas les capacités nécessaires à le faire. On revient à la compétence cognitive des interlocuteurs. Alors, il y a des termes extrêmement intéressants. C'est le risque où la personne qui maîtrise sa communication peut se trouver face à une autre personne censée décoder son message. Alors, est-ce que c'est censé décoder son message, c'est censé comprendre? Il ne s'agit pas de décoder, on n'est pas en train de faire, comment dirais-je, une chasse mystérieuse. Alors, j'essaye de comprendre vraiment le fond de la question. Ce n'est pas vraiment une question, Yasmina, c'est juste, il a juste oui. mis son avis. Oui. Mais qui ne détient pas les capacités nécessaires à le faire, on revient à la compétence, oui, la compétence cognitive des interlocuteurs. Moi, j'ai envie de dire, alors, je comprends parfaitement et pour exprimer les choses un petit peu plus simple, avec un peu plus de simplicité, j'ai envie de dire, décoder, si vous êtes face à une personne, moi, le message que je veux vous faire passer, c'est forcément dans les personnes que vous allez rencontrer, les personnes que vous allez avoir, que vous allez avoir en face de vous. Certaines vont avoir la capacité peut-être à comprendre, à avoir cette acuité,
cette posture, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas de me placer dans ce que j'attends des autres ou de ce que les autres, ceux que je vais croiser ou ceux avec qui je vais communiquer ou ceux avec qui je vais m'entretenir, mais c'est vraiment de parler. On part d'abord de soi-même, d'accord, et c'est ça qui est important. Oui, alors nous dit, qui dit décoder, c'est qu'il est au préalable codé. Non, c'est pas une question de décoder. Je pense que ce que vous voulez dire, Saïd, dans décoder, c'est de la manière de décrypter, de comprendre ce qui est dit au-delà des mots, parce qu'on n'exprime pas tout forcément avec des mots, on va l'exprimer différemment, et ce qui demande bien évidemment une certaine curiosité, une certaine concentration, une certaine volonté aussi de vouloir comprendre l'autre de manière complète. Alors, exemple d'une personne qui se trouve devant d'un recruteur, qui ce dernier ne mène guère les termes d'une communication intelligente. C'est ce que j'ai bien compris, Saïd, bien évidemment. Alors oui, si je me retrouve face à un recruteur qui n'a pas ses compétences, logiquement, il devrait les avoir en étant recruteur normalement. Mais bon, disons que ça peut arriver. C'est pour ça, de manière à ce que justement le message que je vais transmettre ou ma communication, de manière à ce qu'elle soit, j'ai envie de dire, authentique et transparente. C'est à moi de, quelque part, d'y travailler de manière à éviter des quiproquos ou peut-être de fausses interprétations. Justement, je vais essayer de décoder ma façon de m'exprimer de manière à ce que ça soit le plus clair possible. Voilà, on va dire ça. Donc, je vais, moi, face à mon recruteur, par exemple, être par contre très à l'écoute de ce qu'il me dit, me demande, etc. Pratiquer l'écoute active, ne pas hésiter si j'ai pas vraiment compris, plutôt que de dire oui et de répondre, de risquer de répondre à côté, de questionner qu'est-ce qu'il veut dire par là et quelle est vraiment sa demande, etc. Ne pas hésiter. Et ensuite, quelque part, adapter ma communication avec les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, de manière à ce que ce soit ce que je dis soit audible, compréhensible, facile à comprendre aussi. Il faut que je cherche pas à m'exprimer de manière trop compliquée avec des termes. Il faut que mes phrases soient courtes, qu'elles expriment bien mes pensées, que je fasse attention à mon langage non verbal. Et que je n'hésite pas à m'assurer que mon interlocuteur m'ait compris. Et là, je vais faire peut-être une petite parenthèse par rapport à ça. Quand je veux communiquer avec quelqu'un, et en quoi je le différencie de informer, c'est que non seulement je transmets des informations ou une idée ou une opinion ou quoi que ce soit, mais je m'assure également que mon interlocuteur l'ait reçu et surtout qu'il ait compris ce que je voulais dire. Ça, c'est extrêmement important. Si on veut vraiment avoir une communication aboutie, c'est pas seulement je balance quelque chose et puis après advienne que pourra. Yefhem li yefhem et le reste, ça m'est égal. Non, pas du tout. Si vraiment je veux être efficace quand je communique, c'est-à-dire que je communique, je dis, je transmets et je m'assure que j'ai été entendue, mais surtout, je m'assure que j'ai été compris. D'accord ? Donc ça, c'est une petite parenthèse qui peut vous aider le jour où vous serez face à vos entretiens qui, j'espère, seront nombreux. Yasmine, on poursuit parce que l'heure tourne finalement. Ouh là là, ouh là là, je t'avais dit une demi-heure, 3/4 d'heure, mais bon, voilà. Mais l'échange est très, très intéressant. Et puis, comme on l'a dit au début de l'intervention, le sujet est très, très vaste.
Il y a énormément de choses à dire sur l'intelligence émotionnelle, donc c'est pour ça qu'on voilà, s'étale. on déborde un petit peu Exactement. Je serai excusée, je suppose, j'espère, pour ces petits débordements. Chose très importante, et je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, la communication, elle s'appuie vraiment sur deux axes. Le contenu, le message, l'information, voilà, ça c'est une chose, mais surtout sur la relation. Comment le message est-il reçu? Comment est-il entendu? Et comment est-il compris? Et vous ne pouvez jamais évaluer la qualité d'une communication si vous faites abstraction de la relation. Et ça, c'est très, très vrai dans le monde du travail. Où on a le sentiment, parce que l'information ou les messages circulent, que la communication est bonne. Non, non et 3 fois non. Ça va vraiment dépendre des relations interpersonnelles. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les entreprises ou dans les services où il y a vraiment un bon climat et des relations interpersonnelles qui sont positives, etc., on a vraiment des personnes qui travaillent avec beaucoup plus d'efficacité, avec plus d'aisance, avec plus, comment dirais-je, avec plus de plaisir surtout. Voilà. Donc, ne jamais oublier que la relation aussi est quelque chose de très important dans ce processus de communication. On poursuit, si tu veux bien, Yasmine. Alors, la relation authentique, oui, je parle souvent, même dans mes formations, d'authenticité, de sincérité, parce que pour moi, c'est la condition sine qua non d'une relation positive. Et quand on veut vraiment qu'elle soit constructive, et pour l'un ou pour l'autre, il faut qu'elle soit authentique. Pour moi, ça coule de source. Une relation authentique et saine, c'est donner. Si je vous donne un exemple, si dans le cadre de mon travail, partager des savoir-faire, partager des outils, partager, vous savez, les trucs et astuces qui peuvent aider les autres sans attendre rien en retour, ça, c'est un élément qui va permettre de faire en sorte que la relation avec les autres est authentique. Je pense que c'est une compétence qui est nécessaire et indispensable dans le. Là, je me focalise sur le monde du travail. Vous savez, je pense toujours à une personne avec qui je m'étais entretenue, qui était une personne brillantissime, mais qui me disait, et qui à un moment allait avoir une personne, une assistante pour l'aider. Et en fait, elle avait un réel problème de pouvoir partager des informations ou des savoir-faire avec cette assistante. Elle me disait non, non, il faut que je garde ça pour moi parce que je ne veux pas que cette personne un jour devienne aussi compétente que moi. Donc pour moi, c'était vraiment, ça m'avait beaucoup touchée et je lui disais mais non, la vie, ça n'enlève en rien en tes compétences, ton savoir-faire, parce que toi, tu continueras à progresser, mais la vie, c'est aussi partager ce qu'on sait faire avec les autres et aider à être dans cette transmission à un moment donné est quelque chose qui est extrêmement valorisant et important. Et vous voyez que ça ne coule pas de source. Donc, une relation authentique passe aussi par la capacité à un moment ou à un autre de pouvoir donner. Recevoir, oui, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont un problème avec ça, parce qu'ils se disent peut-être que recevoir les met dans une position où ils vont être redevables de quelque chose. Non, recevoir, et de temps en temps, si de manière gratuite, je reçois un conseil ou une personne me dit je vais t'aider dans ça, être en capacité de recevoir ça sans arrière-pensée fait partie aussi de la relation authentique. Refuser, et ça nous ramène à ce que j'ai vu un peu plus haut, mais que je n'avais pas relevé parce que je savais que j'allais en parler. Refuser, c'est la capacité à savoir dire non. Et on va revenir juste à la fin de ce webinaire. Il est important, et justement, c'était le commentaire de Sid Ahmed Wabed qui nous parlait du livre de William Ury qui s'intitule Comment dire non.
Savoir refuser sans offenser. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose une chose avec laquelle nous avons un peu de mal et surtout dans notre culture. Savoir dire non, ça ne fait pas partie de notre éducation. On nous apprend à dire oui, la politesse, le respect des autres et c'est bien. Je dis pas qu'il ne faille pas le faire, bien évidemment. Mais savoir aussi mettre ses limites est quelque chose d'important et qui est primordial et vital quand on parle d'affirmation de soi. Je ne peux pas dire oui à tout, je suis désolée. Je peux, tout après est dans la manière de le faire, d'accord mais l'affirmation de soi est quelque part aussi la manifestation de l'intelligence émotionnelle, c'est de dire à un moment, ben non, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Ou ça, je ne veux pas le faire. Ou ça, je ne peux pas le faire. Je préfère quelqu'un qui va me dire non, Yasmina, désolée, mais ça, je ne vais pas pouvoir le faire pour X raisons, et je peux te donner les raisons, plutôt que quelqu'un qui va me dire oui, bien sûr, mais après, finalement, qu'il ne va pas le faire. Voilà. Et malheureusement, c'est des fois des choses qu'on voit autour de nous et qui faussent les relations. Parce qu'après, il y a des déceptions, après, il y a des rancœurs, il y a de la frustration. Donc, il vaut mieux dès le départ que les choses soient claires. Et savoir dire non est une posture et une attitude extrêmement saine. Pour peu que je le fasse avec la forme, sans manquer de respect vis-à-vis de l'autre, en expliquant les raisons, etc. C'est ce qu'on appelle l'assertivité, hein. C'est avoir une position assertive, tout simplement. Dernière chose, demander, ben oui, parce que ça aussi, pour certaines personnes, ça voudrait dire peut-être se mettre en position de faiblesse ou d'infériorité. Non, je peux tout à fait, dans certains domaines ou par rapport à certaines questions, avoir besoin de demander aux autres de l'aide, une information, etc. Et au contraire, de pouvoir le faire, s'inscrit aussi tout à fait dans la relation authentique. Donc voilà, prenez-en note. Pour moi, c'est vraiment un point qui est important. On poursuit, Yasmine? Oui. Les aptitudes sociales. Alors, je vais passer rapidement parce que je veux après donner peut-être les petits outils, pas outils, mais les préconisations, suggestions, j'ai envie de dire. Les aptitudes sociales, bah oui, c'est notre capacité à être à l'aise avec les autres, c'est de communiquer, de maîtriser notre communication, c'est ce dont on a parlé déjà tout à l'heure. Faire passer un message efficacement, c'est ce que je vous ai dit. L'efficacité réside entre mon intention, la manière dont je vais transmettre mon message et m'assurer qu'il a été entendu et qu'il a été compris et comprendre bien évidemment autrui au-delà de ce qui est dit. D'accord, donc je poursuis, oui. Dernière petite thématique qui est importante et dont je vais vous dire deux petits mots parce que c'est important. L'estime de soi. Et quelque part, quand on parle de, comment dirais-je, d'assertivité, c'est l'affirmation de soi. Pour pouvoir s'affirmer, il faut déjà que j'ai une bonne estime de soi. Alors, l'estime de soi est à différencier de ce qu'on appelle la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est en fait la confiance que je vais avoir en mes compétences, en mes aptitudes à réaliser telle tâche ou faire ceci, tel travail, l'aptitude que je vais avoir à réussir mon examen ou à atteindre mon objectif. Voilà. Donc, la confiance en soi, c'est la confiance que je vais mettre en mes aptitudes et mes compétences. L'estime de soi se joue sur un autre niveau parce qu'elle fait en fait appel à une échelle de valeur. C'est à quel point je sens, j'estime, et ce n'est qu'une estimation, c'est quelque chose qui est complètement subjectif, d'accord c'est la valeur que je m'accorde moi en tant qu'être humain, d'accord c'est à quel point je me sens valable, à quel point je me sens digne d'être appréciée, à quel point je me sens digne de confiance, à quel point j'estime être une bonne personne ou pas, d'accord
et l'estime de soi est bien sûr quelque chose qui est extrêmement important, tout comme la confiance en soi. Et tout particulièrement quand je suis dans une position où je vais un jour devoir être face à un recruteur ou des recruteurs, parce que je ne vais pas seulement mettre en avant des compétences. Ne croyez pas que vous allez juste, uniquement mettre en avant comment dirais-je, un CV et des compétences ou un cursus universitaire, scolaire ou un parcours même professionnel. C'est important, certes. Déjà, pour pouvoir le mettre en avant, indépendamment de ce qui est écrit noir sur blanc, c'est comment vous allez le partager et la valeur que vous allez aussi mettre vis-à-vis de vous en tant que personne. Et je dirais que aujourd'hui, au-delà de ce qui va être indiqué sur un CV, ce qui va aussi être important, c'est toutes ces aptitudes autres, c'est-à-dire de bienveillance, d'empathie, d'être capable de créer des relations positives, d'adaptabilité, etc., qui vont faire que à compétence égale ou parcours égal ou vous voulez au niveau du savoir-être, du savoir-faire, excusez-moi, c'est la différence au niveau du savoir-être qui va jouer, être, comment dirais-je, jouer à l'avantage de la personne qui va pouvoir exprimer ces choses-là. Ça, pour moi, c'est indéniable. Et je vais vous dire, pour avoir pas mal échangé avec des entreprises et des recruteurs pour des entreprises pour lesquelles je travaille, j'ai souvent eu le feedback où ils me disaient, de temps en temps, on va privilégier peut-être des profils où les compétences techniques ou le savoir-faire n'est pas encore abouti ou au top, mais bon, ça, on pourra accompagner, former la personne, ça ne nous pose pas de problème. Par contre, sur toute la partie savoir-être, si on décèle qu'on a vraiment un beau potentiel et une personne qui a et ça, un recruteur aguerri le ressent assez rapidement lors de l'entretien. Il privilégiera la personne avec des compétences émotionnelles, quelque chose qui se joue au niveau de l'humain, de la relation, versus la personne qui a peut-être un CV beaucoup plus abouti techniquement, mais avec des postures beaucoup plus comment dirais-je, des aptitudes plus dans la retenue. Voilà, donc sachez que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, pour aller plus loin, pour avancer, pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté de travailler sur ça. Yasmine, on continue, on va… voilà, c'est le dernier slide. Quelques petites bonnes pratiques ou des astuces, et vous allez comprendre en quoi ça peut vous aider. Déjà, quel que soit l'objectif que vous vous fixez, lancez-vous. Lancez-vous sans… alors, je ne dis pas, ne pas faire n'importe quoi. Hein, quand je dis lancez-vous, bien évidemment, je ne dis pas attention. Néanmoins, évitez de vous faire trop de scénarios catastrophes ou de vous dire ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, ou de vous laisser entendre dire par les autres « Oh, c'est trop difficile, comment tu vas faire, comment tu vas y arriver ?» Vous allez y arriver, donc il faut déjà, pour ce faire, y aller et se lancer. Hein. À un moment… quand c'est le moment, c'est le moment. S'exprimer, dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, c'est s'affirmer. Ne pas être dans la retenue de dire ce que l'on pense. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors ça, il peut y avoir aussi l'éducation, la culture, l'environnement, la société. Non, je peux le dire, tout est dans l'art et la manière de dire de dire et d'exprimer les choses. À partir du moment où je le fais toujours dans le respect de l'autre
et en respectant aussi l'avis de l'autre, j'ai le droit, moi, en tant que personne, de penser différemment, de ressentir. Personne ne peut me dire ce que je ressens. C'est quelque chose de subjectif et il n'y a pas de bon ou de mauvais ressentis, il y a juste des ressentis. Et ce que je crois aujourd'hui, mais peut-être que demain, ben, je vais croire différemment ou que peut-être que mon avis va évoluer ou changer. Mais c'est ça le propre de l'être humain et c'est ça qui en fait la beauté aussi. Se respecter, respecter sa personne, ça c'est extrêmement important. Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous déjà respecter les autres? C'est-à-dire d'être capable de dire ce que vous désirez, dire oui à ce que l'on désire et non à ce qui est contraire à mes idées. Je ne vais pas me forcer à ma philosophie de vie, ce que je crois être juste et pas juste. Ça c'est quelque chose. Tant que vous serez aligné avec votre système de valeurs et avec ce que vous pensez être juste, vous arriverez à avancer. À partir du moment où vous allez vous heurter à des choses qui sont contraires à ce que vous pensez être juste ou à vos propres valeurs ou quoi que ce soit, vous allez forcément à un moment vous retrouver au pied du mur. Donc, soyez attentifs à ça. S'accepter. Nous ne sommes pas tous des Wonder Woman ou des Superman en puissance. Non, nous avons nos forces, nos capacités, etc. Mais nous avons aussi nos faiblesses. Reconnaître ses faiblesses et ses limites est quelque chose qui est important. Nous avons droit à l'erreur. Nous avons le droit de faillir. L'accepter va nous permettre après de pouvoir rebondir et de se relever. C'est quelque chose qui est important et vous savez, vous avez des sociétés qui ont une attitude différente face à l'échec. Si vous voulez, les anglo-saxons se disent que l'échec fait partie de la vie et c'est ce qui permet en fait d'avancer et de créer et de faire mieux. D'autres cultures, par exemple, en France, l'échec, non, l'échec est mal vécu et donc quand on faillit, mon Dieu, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur. Non, c'est normal. Une vie sans échec, ça n'existe pas. Donc, autant, alors je ne dis pas se réjouir non plus, non, mais c'est relativiser et essayer de comprendre pour ne pas justement entrer dans un schéma répétitif et répéter nos erreurs. S'ouvrir, oui, à soi, à l'autre et son environnement, à l'échange, à l'amitié. Bah oui, toute communication ou tout échange demande une ouverture. Il faut voilà être disposé à donner et à recevoir. Et pour finir, s'oser. Personne n'a autorité pour dire ce que vous êtes, pensez ou faites n'est pas valable. Voilà, ne laissez personne quelque part vous dire que ce que vous pensez que c'est pas valable. Non, vous avez le droit de penser différemment. Après, vous pouvez vous tromper, oui, et ben à l'autre de vous démontrer que vous vous êtes trompé, que vous avez fait fausse route. Mais pas de dénigrement, ne vous laissez pas dénigrer par les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans tout ce qu'on appelle un petit peu l'affirmation de soi. Voilà, je pense qu'il y aurait tant de choses encore à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter. De toute façon, on arrive au bout et on a largement dépassé l'heure. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous a suivis jusqu'à la fin. Et s'il y a encore des questions, Yasmine, Oui, il y a quelques questions. Donc, une première question de ML Elgili qui nous dit: est-ce que la notion de VACOG est la même ici que pour les 3V? La notion de VACOG, alors c'est par rapport en fait sur quel canal sensitif en fait on va appréhender. Ça c'est de la PNL. J'ai envie de dire pour comprendre les 3V, si on veut pousser plus loin, voilà, cette connaissance, le VACOG peut être quelque chose qui peut nous aider éventuellement, certainement, mais déjà, je veux dire, on essaie toujours de faire simple. Hein.
et compréhensible par tous. Si déjà on arrive à bien comprendre les 3 V, c'est-à-dire que notre communication, elle est composée de verbal, de non-verbal et de paraverbal, et que ce qui va être le plus impactant au niveau des personnes qui me perçoivent, c'est tout ce qui est paraverbal et non-verbal. C'est déjà des éléments qui vont nous permettre de travailler cette partie de la communication qu'on a tendance en fait à laisser de côté. On a beaucoup plus tendance à se concentrer sur les mots que sur le reste. Alors que ça, c'est important. Un petit truc et astuce. Je sais que par exemple, la pratique par exemple du théâtre peut aider énormément. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Amusez-vous aussi de temps en temps à regarder des débats, enfin, ou même des échanges sur YouTube où vous éteignez le volume et vous regardez juste les personnes telles qu'elles interagissent, les regards, les postures, les gestes. Vous pouvez avoir des choses extrêmement importantes et faites-vous une idée de qu'est-ce que la personne est en train d'exprimer. C'est un petit exercice qui peut vous éclairer. Filmez-vous avec votre smartphone, je ne sais pas, quand vous êtes avec vos amis. Ça pourrait être aussi très rigolo de se voir soi-même et de voir qu'on peut avoir certains gestes qui se répètent, des tocs. Voilà, tout ce que vous pouvez vous faire de manière en vous amusant, j'ai envie de dire. Oui. Oui, on a aussi une autre question qui nous dit comment distinguer la maîtrise de ses émotions de la faiblesse et de la soumission. Oui, parce que je n'ai pas dit. Répète-moi comment distinguer Alors, attends, je retrouve juste la Oui, question. excuse-moi. Comment distinguer la maîtrise de ses émotions Ok, très de bien. la faiblesse et de la soumission? Oui, alors quand je dis maîtrise des émotions, rappelez-vous, j'ai fait une petite parenthèse en début d'animation où je vous ai dit, il ne s'agit pas justement de réprimer mon émotion, mais en fait, ce que je vais maîtriser, c'est la manifestation de mon émotion. En l'occurrence, colère ou peur ou tristesse quand elles sont très fortes. D'accord? Donc, l'émotion, elle va s'exprimer. L'émotion, on ne va pas la réprimer. Non, on va justement, elle est là, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on dirige. On va pouvoir la reconnaître et pouvoir mettre un mot, et ensuite, c'est la manifestation qui s'ensuit qu'on va moduler ou travailler. Justement, la soumission, qu'est-ce que c'est? La soumission, c'est en fait quand, par rapport à ce que je peux ressentir comme un danger, parce que la soumission, c'est la crainte de quelque part, où je vais, par crainte de représailles ou par crainte de peu importe quelle que soit ma crainte, en fait, me recroqueviller, courber les chines et baisser la tête. Et quelque part, non, justement, parce que ce dont je vous ai justement parlé tout au long de cette animation, j'ai souvent parlé d'affirmation de soi. Mais non, justement, ce qu'il est utile, enfin nécessaire, justement, si j'ai plutôt tendance à me mettre en posture de soumission, non, c'est que je travaille sur le fait de pouvoir m'affirmer, c'est-à-dire de pouvoir dire non, de pouvoir signifier mon désaccord, de pouvoir poser ma limite. Et donc déjà, quand je le fais, automatiquement, je ne suis plus dans une posture de soumission. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu es bien gentille, Yasmina, mais comment on fait? Oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça c'est clair, ça se travaille. J'ai envie de dire, pour les personnes qui ont plutôt tendance, ce sont un petit peu, c'est le profil de personnes qui sont un peu dans la passivité, c'est-à-dire face au danger ou quel qu'il soit, vont avoir un petit peu le réflexe, c'est un réflexe primitif, hein, la fuite, de se recroqueviller et de s'inscrire dans la passivité. J'ai envie de dire, pour ces personnes, de commencer à travailler
d'oser s'affirmer, donner leur opinion ou marquer leurs limites dans des situations qui sont d'abord peut-être pas très importantes, pas très impactantes. Voilà, pour les petites choses de la vie, mais où d'habitude ce sont des personnes qui vont peut-être pas se manifester, peut-être pas donner leur avis, bah déjà de commencer à travailler en se disant, bah là, finalement, qu'est-ce que je risque? Je risque pas grand-chose. Et je pense que c'est petit à petit, en s'entraînant par rapport à des petites choses de tous les jours, voilà, de s'affirmer que petit à petit, ben, on peut monter d'un cran, d'un cran, d'un cran. Voilà. Voilà mon conseil en 2-3 minutes pour ce genre de problématique, parce que c'est une problématique. Voilà. Aussi, on a une autre question, Yasmina, Oui. de Nour Meziani qui nous dit si j'ai bien compris, la conscience en soi est cruciale pour la maîtrise de soi et l'empathie. Et à son tour, la maîtrise de soi contribue à la motivation. Ces quatre facultés sont-elles nécessaires, suffisantes ou génériques par rapport à certains métiers spécifiques? Ah, ouh. Alors, euh, attends, c'est une longue question et il y a plusieurs questions dans une question. Alors, Si tu veux que je te relise la question, Yasmina? oui, alors si j'ai bien compris, hein, déjà, la connaissance de soi est une condition sine qua non déjà bah, pour la maîtrise, pour pouvoir maîtriser les choses. Bah, si je ne me connais pas, ou si je ne suis pas attentive et si je n'arrive pas à analyser mes comportements, mes façons de réagir, pourquoi dans telle situation je vais. Et vous savez, on fonctionne tous de la même façon. Hein, on est tous logés à la même enseigne, comme vous, comme moi, c'est pareil. Et il y a certains contextes, certaines situations qui, puf, hop, vont provoquer certaines choses chez nous. Ben, plus je me connais. Mais se connaître, ça veut dire avoir fait vraiment un travail d'introspection. Hein. C'est pas de croire oui, je me connais et voilà. Non, non, ça demande, croyez-moi, ça demande quelques années. Hein. Je suis passée par là et je peux dire que je découvre encore des choses aujourd'hui. Donc, la connaissance de soi, en fait, c'est vraiment, il faut se pencher sur la question, réfléchir, analyser nos comportements, les situations qui ont provoqué ces comportements de manière à pouvoir corriger par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, oui, évidemment, pour se maîtriser, il faut d'abord se connaître. Hein. C'est comme le médecin, il faut qu'il ait le diagnostic pour donner le remède. Qu'est-ce qu'il y avait Exactement. ensuite? Les métiers? Oui, oui. Donc, elle dit, les quatre facultés sont-elles nécessaires et suffisantes ou génériques par rapport à certains métiers spécifiques? C'est-à-dire, est-ce que justement ces facultés-là sont liées à certains métiers ou est-ce que c'est adaptable à tout type de métier? Enfin, Alors, d'après ce que j'ai compris, Nour, si vous pouvez nous dire si on est justement sur le bon chemin. sur le bon chemin. Mais déjà, par rapport à ta grille de lecture, Yasmine, je vais dire deux choses. Bien, ce dont on a parlé là, pour moi, c'est pas lié forcément à un métier, à une situation. Et je dirais même au-delà de là, ce n'est même pas approprié uniquement pour ma vie professionnelle. J'ai envie de dire, c'est approprié et applicable et souhaitable dans ma vie de tous les jours, puisque nous sommes des personnes qui vivons en société, qui communiquons tout le temps. Donc travailler sur son intelligence et son aisance relationnelle ne peut être que du plus, 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 plus. Ensuite, par rapport à certains types de métiers, quand on parle par exemple d'empathie, ben, dans tous les métiers où on est en relation avec les autres, par exemple, les relations d'aide à la personne, par exemple, ben, j'ai plutôt intérêt à être plutôt à l'aise avec les notions d'empathie, d'écoute, etc. Parce que en fait, je suis dans du service à l'humain. Toutes les métiers où je suis en relation avec des clients, quand on parle de satisfaction client ou d'expérience client, bien évidemment, il est absolument nécessaire
de pouvoir écouter, comprendre les besoins et les attentes de mes clients, de pouvoir y répondre, de les satisfaire, de faire preuve d'empathie et afin de pouvoir les fidéliser. Alors, exemple manager qui a des objectifs. Oui, nous, tout à fait. Un manager de nos jours qui n'a pas conscience ou qui ne travaille pas sur son intelligence émotionnelle, d'une part, parce que le manager, ses objectifs, il ne les atteindra pas sans ses collaborateurs. Donc, s'il veut justement, le manager est vraiment la courroie de transmission entre sa direction et ses collaborateurs, pour que tout ça fonctionne, pour qu'il motive ses collaborateurs, pour qu'il travaille sur sa cohésion d'équipe, pour qu'il assoie son leadership, etc. Si cette compétence d'intelligence émotionnelle n'est pas travaillée, n'est pas présente dans son type de management, je dirais que y a un petit peu pas des soucis à se faire, mais bon, il serait temps qu'ils se mettent au boulot. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Je ne sais pas si, Nour, est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, donc, Nour va nous dire justement, oui, Ouais. elle te dit, Bon, merci. très bien. Voilà. Mais après, Donc, bon, là, les managers, bon, ça pourrait être un autre sujet une autre fois. oui, j'espère qu'on pourra aborder justement la thématique partie manager très bientôt. Voilà, Inch'Allah. donc là, on prendra une dernière question de Abdelrahman Sami qui nous dit comment distinguer les réactions personnelles des réactions professionnelles avec nos collègues? Car l'amalgame pourrait provoquer des incidents fatals. Ah, j'ai envie de dire, bon, des incidents, pourquoi, je ne sais pas. Après, oui, dans le monde professionnel, évidemment, alors tout dépend des entreprises, etc. Mais bon, il faut bien faire le distinguo entre bonnes relations et familiarité. On peut avoir de très bonnes relations avec nos collègues sans que ce soit pas forcément nos amis. Et Oui. je peux très bien avoir de bonnes relations professionnelles sans que la personne, sans que la personne, voilà, je sais très bien que dans la vie de tous les jours, ce serait une personne avec qui j'irai pas prendre un café. J'ai le droit, d'accord. Néanmoins, il est important dans le cadre, d'abord parce que sur son lieu de travail, on passe quand même une grande partie de sa journée, de sa vie. Donc, autant faire en sorte que les relations se passent bien. Donc, il faut pas confondre voilà, la familiarité, la laisser au vestiaire. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'on peut très bien être dans la cordialité, l'entraide et les bonnes relations. Voilà. Pour moi, il est nécessaire qu'on ait une attitude extrêmement, comment dirais-je, transparente et authentique pour éviter justement que les quiproquos ou les fausses interprétations. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. De rester dans le cadre professionnel, oui, et ça, je veux dire, quel que soit le métier qu'on fait, hein, quel que soit le métier qu'on fait, à partir du moment où on entre dans l'espace professionnel, on endosse une casquette professionnelle qui induit une certaine posture. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas être cordial, ça ne peut pas dire qu'on ne puisse pas blaguer, faire voilà, mais c'est dans un certain cadre. Et le respecter, c'est aussi respecter les autres pour éviter, voilà, ne serait-ce que de certaines personnes soient mal à l'aise. Donc oui, être attentif à ce cadre. Néanmoins, vraiment faire en sorte pour que les relations soient positives et constructives, parce que si on, avec des personnes où
vraiment où il y a des, 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 des antipathies ou vraiment du ressentiment, ça peut évidemment après engendrer, et c'est une réalité, ça existe, hein, les situations conflictuelles dans l'entreprise. Voilà, ce serait, on peut pas dire que ça n'existe pas, mais bon, voilà, ça peut s'anticiper là aussi. Très bien, très bien. Mais écoute, là, je pense qu'on a répondu à la totalité des questions. Bon, parfait, Très parfait. bien. Ben, en tous les cas, merci pour votre écoute, pour votre patience, hein, parce que on a voilà, débordé allègrement. Merci Yasmine aussi, Merci parce à que tu as toi. donné de ton temps. Ben, j'espère que vous avez C'est passé avec grand un plaisir. bon moment et que voilà, vous en savez un petit peu plus sur un sujet qui est encore tellement vaste, mais bon, voilà, Oui, à développer. ça peut éveiller justement la curiosité de nos Tout à fait. participants et les pousser à aller approfondir Approfondir après. leur connaissance et puis surtout mettre en pratique les astuces que tu as données Voilà, justement. déjà, ça c'est un bon début. Exactement. Disons que c'est un bon début. Mais Merci, écoute, merci. à mon tour de te remercier, à mon tour de remercier aussi les participants. Tu reviens quand tu veux, Yasmina. Ah Marhaba bah, bik avec fi grand kulli waqt. plaisir. Ah bah oui, je serai toujours là, tu le sais. Même si je suis Merci. à distance pour le moment, mais Oui, j'espère bientôt pouvoir ce qu'il revenir. faut rappeler, c'est que Yasmina est actuellement à Paris et qu'elle a bien voulu justement accorder de notre temps. Elle est présente même à distance pour justement accompagner les candidats. Ah ouais, le cœur est toujours là-bas, chez vous. Exactement, exactement. Merci encore une fois. Merci. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain webinaire. Restez branchés, prenez soin de vous et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Bye. Au revoir. Merci.